Fait que bienvenue à notre troisième et dernière partie pour le travail avec Docker. Donc aujourd'hui, on va passer par-dessus certaines parties de la partie 3 parce que je trouve qu'il y a des éléments qui sont intéressants, mais il n'y aura pas d'évaluation par rapport à cette partie-là, comme la partie 1 puis la partie 2, parce que c'est vraiment dans ces deux parties-là qu'on faisait la majorité du vrai travail qu'on avait besoin pour apprendre les technologies de Docker. Donc, dans la partie 3, on va voir comment regarder plus particulièrement la construction d'une image. Donc, jusqu'à présent, on a vu qu'on pouvait construire des images à partir de d'autres images, aussi qu'on pouvait rajouter des couches qui nous permettaient de créer notre propre image avec notre propre application, avec notre propre déploiement. Mais on ne s'est pas trop attardé sur c'est quoi les conséquences de nos différentes instructions quand on crée une image. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on peut prendre des meilleures pratiques à la création des images pour être capable de faire des images qui sont plus petites, plus sécuritaires et plus conviviales. C'est la chose qu'on va regarder majoritairement. On a aussi le principe de déploiement automatique de containers qui est dans cette partie-là, mais ça, c'est comme notre deuxième partie de cours au complet. Fait que nous autres, on va juste sauter par-dessus, puis on va aller directement voir par la suite, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, mettons, avec Kubernetes puis Terraform à l'intérieur du cours. Fait qu'aujourd'hui, sit back, enjoy, les différents exercices ne sont pas à faire, il faut juste voir et comprendre c'est quoi les différentes pratiques qui sont intéressantes avec la gestion de containers. On est bon? On commence avec ça. Fait que le principe ici, on va reprendre notre exercice sur le YouTube Download Application. Donc on se souvient, on s'était créé une application qui permettait d'utiliser l'outil YouTube DL pour être capable d'aller chercher, ça s'appelle YouTube DL, mais ça download d'un peu n'importe où. Là. Fait que d'aller chercher des vidéos de tout genre, de différents sites, puis ça allait automatiquement le mettre sur... le télécharger dans un fichier que tu peux aller exécuter par la suite. Puis, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'on avait nous-mêmes été chercher l'application, on l'avait installée dans notre container, puis à partir de là, on pouvait l'utiliser directement avec un lancement d'un container. Fait que là, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a de pas correct là-dedans. Qu'est-ce qui peut être amélioré? Qu'est-ce qui pourrait être problématique? Fait que, première chose, c'est que jusqu'à présent, quand on utilisait une espèce d'image de base avec laquelle on pouvait construire par-dessus, on utilisait Ubuntu 16.04. Tu aurais pu changer le nom aussi. On avait vu qu'on avait le nom. On avait ensuite le tag qui venait avec, qui nous permettait de changer ce qui était disponible. Donc, on a le principe, c'est si on regarde comment est-ce que ça marche, les images. Fait qu'on va aller voir l'image d'Ubuntu. En gros, ici, on se pose les questions sur qui c'est qui a fait ça? Pourquoi est-ce que c'est de même? Comment est-ce que c'est construit ces images-là? Parce que c'est pas directement juste l'ISO qui est transféré. Là, il y a quelqu'un qui construit le système comme il serait installé, puis il y a comme une configuration initiale, fait que des fois, il y a peut-être des informations pertinentes qu'on peut aller chercher de ça. Fait qu'on peut voir ici, bon, c'est les Ubuntu, blablabla, c'est les official images, excellent. Donc, à partir de là, ce qu'on peut aller regarder, c'est, si on regarde ici, on peut voir, c'est maintenu par Canonical, puis plus particulièrement Tianon, qui est un Debian developer. Fait qu'en fait, il y a une personne derrière qui est en train de gérer ça. Si on regarde ici, puis on va un petit peu plus en détail, on peut aller voir que c'est bâti à partir d'un repo GitHub. Donc ici, c'est une place où c'est qu'on peut aller déposer du code. On va aller voir dans les prochaines semaines c'est quoi ce mécanisme-là ensemble. Donc, si on se souvient, au début du cours, on avait commencé à parler qu'il fallait avoir un compte là-dessus, et ainsi de suite, là, on s'en vient à ça. Puis, lui, en gros, il dit qu'est-ce que lui, il fait pour être capable de construire ces images pour ces containers-là. Fait que lui, il va aller chercher directement les images de Canonical, la compagnie qui gère Ubuntu. Puis à partir de là, il y a du monde qui font des choses, puis particulièrement une étape assez cryptique là, ici là, qui dit qu'il y a du Jenkins qui
s'exécute quelconque. Donc, Jenkins, c'est un outil qui permet d'exécuter de manière non interactive différentes fonctions, différents codes. Donc, le principe ici, c'est qu'il y a des scripts qui roulent, des éléments qui se passent, puis, paf, l'image est publiée sur hubdocker.com. À ce point-là, nous autres, on peut aller les chercher. Fait que c'est quand même assez cryptique si on regarde plus particulièrement le Dockerfile lui-même. Parce que quand on fait un from, ce from-là est basé sur un autre container quelconque. Fait que si on regarde ici, puis on regarde, mettons, les différents tags, on peut aller regarder le tag lui-même, puis à partir de là, on peut voir c'est quoi le Dockerfile qui est utilisé. OK? Donc, pour chacun de ceux-là, tu peux, tu sais, même si on descend, mettons, puis on va rechercher notre 16.04. On peut voir ici, OK, le Docker Run. On peut voir ici, il y a des runs. On peut voir, il y a le add. On peut voir ici, il y a le run, le make dir, OK, la commande finale qui va faire un bash. Donc, on peut voir ici le Dockerfile. On peut voir ici que c'est from scratch. Donc, ça ici, c'est une image spéciale qui contient rien, en fait. OK, donc, ultimement, toutes les images, quelque part, quand tu remontes les différents niveaux, les différents layers, on va toujours avoir quelque part un from scratch. Là, par exemple, lui, il fait un add, qu'on se souvient qui nous permet de copier des différents éléments, puis il va prendre le contenu au complet d'un système de Linux, puis juste le domper directement là. Fait qu'ici, lui, il prend cet élément-là, il le brûle, puis ça me fait le système de départ dans lequel tu peux commencer à forcer quelques commandes, OK, pour bâtir l'image de base. Fait que il y a tout ça qui se passe, OK? Puis, à partir de là, nous autres, on s'ajoute par-dessus ça pour commencer à travailler avec. Là, ici, on va commencer à se poser, c'est il y a combien de stock là-dedans qui est vraiment nécessaire? Pour nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un système Ubuntu au complet ou est-ce qu'on peut vivre avec moins d'affaires? Est-ce qu'on peut couper là-dedans pour être capable d'avoir une image qui est plus petite? OK, donc ici, si je fais... non, pas celle-là. Donc, on va se faire un petit build de notre image. On va la regarder après, voir de quoi elle a de l'air. OK? Théoriquement, depuis le début, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des images, mais c'est comme des versions sans les versions light, là, je pense. Ben oui, effectivement. Tu sais, si tu regardes, si on regarde nos images, puis on regarde notre YouTube Download, celui-là ici, YouTube Download, tu sais, on a 205 MB. Hein? Fait que c'est pas un... Tu sais, il n'y a pas d'interface là-dedans. Là. Si on regarde aussi qu'est-ce qui était écrit ici, on peut voir ici que c'est le Ubuntu Xenial Core, okay, qui est en fait comme la distribution que tu peux installer sur un serveur. Hein? Fait qu'il n'y a pas GNOME, il n'y a pas rien de X11, il n'y a pas rien d'affichage. Fait qu'effectivement, il y a quand même... C'est slim down comparé à la vraie distribution que tu installerais sur ton desktop. Mais il y a quand même pas mal de stock là. OK? Aussi, ce qu'on peut regarder, c'est... Attends, on va ouvrir ça un petit peu, voir un petit peu plus. Parce que tu peux voir avec le Docker History, OK, chacune des commandes. Donc, tu peux voir ici les différentes commandes qui ont été exécutées. C'est avec plaint A, là, fait qu'elles sont comme toutes pognées ensemble. Là. Mais pour chacun, tu peux voir combien de tailles ça a
ajouter. Fait que tu peux voir ici que la grosse affaire, là, c'est de copier le core, hein, qui te coûte 127 MB. Si je regarde notre YouTube Download, on a le core de tantôt. Puis si je regarde ici, quand je fais apt-get update, puis après ça le apt-get install, ben tu vois, je peux voir que ici, il a rajouté 49 MB. Puis je peux voir que quand j'ai téléchargé le téléchargement, c'était 1.76. Okay? Donc je peux voir ici, à chacune des étapes, c'est quoi la modification, l'ajout à l'image. Puis si j'additionne tout ça ensemble, ben ça me donne la taille que j'avais vue pour mon image. Fait que là, le principe, c'est de se dire, OK, comment je fais pour diminuer ça? Là? Okay? Parce que j'ai une petite application, là, okay? C'est 205 MB. C'est quand même pas mal. Okay? Surtout si on commence à penser que le principe des containers, c'est pour être comme réutilisé, réutilisé par des serveurs, réutilisé à outrance. Mettons que j'ai une affaire qui roule ça à toutes les 20 secondes, il en roule 10. Ben, je ne veux pas avoir comme 205 MB de mémoire qui roule à chaque fois pour rien. Fait qu'on est capable de se poser des questions pour être capable de minimiser la taille de ces images-là. Fait que, premièrement, une des parties intéressantes, puis une des bonnes pratiques quand on travaille avec des containers, c'est qu'on veut limiter le nombre de layers qu'on aurait besoin. Okay? Donc, à chaque fois que je roule une commande, il y a un layer additionnel qui est créé. Puis, la manière qu'on gère ça habituellement, ben, on va vouloir prendre les runs, puis on va vouloir les agencer dans un seul et unique layer. Ça va me permettre que quand je vais, mettons, faire mes updates, puis après ça, je vais installer des applications, tout ça va se faire avec une seule modification, fait qu'il n'y aura pas comme des doubles modifications qui vont comme doubler la taille de qu'est-ce que c'est supposé de prendre comme espace. On va voir aussi qu'on va pouvoir commencer à travailler dans cette série de commandes-là pour être capable d'essayer de trimer certaines parties de l'image pour faire en sorte que l'image soit plus petite à son état final. Fait que aussi, dans les bonnes pratiques, quand on a du setup à faire, ça va être habituellement la première chose qui va se faire avant les configurations de l'application. Fait qu'ici, on a une petite modification à faire. On va, premièrement, prendre nos variables d'environnement, on va les mettre au début, parce que souvent, si on en a besoin à l'intérieur de d'autres sous-installations, c'est important que ça se fasse avant, puis ça ne coûte pas grand-chose. On va faire toutes nos commandes, on va essayer de commencer à les cruncher un petit peu. Puis aussi, l'utilisation du workdir va se faire après. Puis aussi, on va utiliser la convention qui vient avec les différentes images de Docker qui nous demande de prendre en fait le dossier app à la place. Tu sais, nous autres, dans notre exemple, on avait le mydir parce que ça nous tentait, là, mais le dossier app, c'est le dossier par défaut qui est utilisé quand tu ne sais pas trop quoi écrire. Fait qu'on a cette première partie-là. Deuxième chose, on peut commencer à prendre nos différentes commandes puis les mettre sur la même ligne. OK, fait qu'ici, c'est les mêmes commandes que j'avais auparavant. Donc, j'utilise le backslash pour indiquer que le run continue sur la ligne subséquente. Puis après ça, je peux faire mes différentes actions, okay, toutes à l'intérieur du même run. Ce que ça va me permettre, ça, c'est que ça va me permettre de créer juste une couche additionnelle pour tout le setup initial. Fait que si on essaye ça, on va rebuilder ça. Évidemment, à chaque fois, il va falloir quand même qu'il refasse le apt-get update, la get install. Ici, le principe, c'est que la création de l'image, c'est pas important si ça prend du temps. OK? C'est important si
l'image est plus petite, si l'image est sécuritaire, mais la création de l'image, puisque c'est quelque chose qui se fait seulement une fois, puis qui va être réutilisé possiblement des milliers, des centaines de milliers, des millions de fois, la création de l'image, c'est là qu'on peut décider de prendre le plus de temps possible pour minimiser le reste. Durant le développement, durant quand on est en train de tester des choses, c'est correct d'avoir plusieurs runs puis de faire ça, ou c'est que de rebâtir, c'est rapide, mais une fois qu'on a l'application qui est fonctionnelle, c'est là qu'il faut comme reprendre derrière puis optimiser nos affaires. Fait que avec ça, si je regarde notre history, je peux voir ici ma méga commande, ok, qui a tout fait d'un coup, là. Ok, je peux voir le apt-get update, install, d'installer curl Python, d'aller chercher le téléchargement, de le mettre dans le bon dossier, puis de mettre la bonne permission. Je peux voir que ça a pris 75.8 MB. Fait que là, la question, c'est est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que tout ce qu'il y a là-dedans, j'en ai besoin pour rouler mon application? Ben, si je regarde dans la manière qu'on a fait ça, ici, on a utilisé curl pour être capable de télécharger l'application. Mais curl, en ce moment, c'est pas un requis une fois que l'application a été téléchargée. C'était juste utilisé pendant l'installation. Ça veut dire qu'en ce moment, l'application curl et toutes ses dépendances est à l'intérieur de mon image, mais jamais je vais l'utiliser. C'est pas nice, ça, là. OK? On a packagé quelque chose. C'est comme si tu déménages, puis tu dis, OK, ben, je vais utiliser du tape partout. Puis donc, dans la boîte, il faut absolument que je mette le tape. T'es comme, ben non, tu utilises juste le tape pour fermer tes boîtes. T'as pas besoin du tape après. Donc, il faut faire attention quand on set up nos affaires. On veut essayer de se clean up derrière nous autres un petit peu, okay, pour ne pas avoir à réutiliser puis de grossir l'image qui est à l'intérieur. Fait qu'ici, si on la regarde, c'est vraiment notre super update qui grandit tout. On va essayer de diminuer cette partie-là ici. Fait qu'on a 75.8 MB. On va essayer de réduire ça. Fait que, première chose, c'est on a fait le apt-get update. Si je vous pose une question d'ordre général, qu'est-ce que ça fait le apt-get update? Je tente de me verser quelque chose à boire pendant ce temps-là. Et là, personne ne répond. Mais apt-get update, ça update le kernel. En fait, ça va chercher non, les... Ça vérifie que tes paquets sont préinstallés. Monsieur, c'est pour download les packages? Beaucoup de réponses, sont déjà là. toutes proches de qu'est-ce qu'on veut, mais ultimement, le apt-get update, ce que ça fait, c'est que ça va aller regarder la liste de tous les différents paquets. Donc, le but du apt-get update, c'est que ça communique avec le serveur, puis ça va aller chercher la liste de tous les packages qui sont disponibles et leur version. OK? Fait que c'est une liste, OK, où c'est que tu as tous les différents paquets, toutes leurs dépendances qui viennent avec, puis où c'est que tu peux aller les télécharger. Fait que le principe du apt-get update, sa fonction principale, c'est de mettre à jour la liste de différents packages disponibles pour le système sur lequel tu es en train de l'utiliser. Quand tu commences avec directement Ubuntu, par défaut, cette liste-là, elle est vide. Okay? Justement pour éviter deux raisons. Pour ne pas prendre de place pour rien, puis pour éviter d'avoir des versions désuètes qui seraient plus possiblement sécuritaires. Fait que si tu veux installer des choses, c'est à toi de faire le update, puis d'après ça, de faire le install des nouvelles applications. Mais cette liste-là, la liste des différentes applications avec leurs différents
version, là, est-ce que c'est nécessaire une fois que j'ai installé mes différentes applications à l'intérieur? Non. OK. Le principe ici, c'est que l'image est créée. Je n'aurai pas besoin d'ajouter d'autres applications dans mon affaire. Là. C'est déjà seté. Là. C'est le but du container, là, de mon image, là, d'avoir quelque chose de statique que je peux réinvoquer dans un container autant de fois que je veux. Fait que ce qu'on peut faire comme premier ajout pour aider à notre gentille grosseur d'image, c'est de dire je vais enlever cette liste-là de la création de mon image. Fait que un gentil ARM-RF. OK, puis ici, bon, il faut savoir que la liste de apt est à cet emplacement-là. Mais là, je vous le dis, vous le savez, maintenant, vous êtes correct. On est bon. Fait que on a rajouté cette affaire-là. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Ici, j'ai 75.8 MB. Fait que je reconstruis ça. Puis on va voir de quoi ça a l'air après ça. Il n'y a pas un moyen de simplement mettre à jour les images au lieu de tout le temps build de nouvelles? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas certain de ta question. Parce que là, je sais que ça va, comme quand tu crées une image, Ouais. ça va comme la créer en parallèle d'un autre que tu avais déjà créé si tu l'avais déjà build. Ouais. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a moyen de comme pogner celle qui est déjà build, puis juste faire une mise à jour de cette image-là. Sans tout le temps les faire une après, parce que tu dois tout le temps retourner et effacer tes vieilles images après. Ouais, il va essayer tant qu'il peut, en fait. Puis, si tu regardes en ce moment, j'ai déjà fait ces exercices-là par moi-même. Là. Je sais pas si tu remarques, mais en ce moment, j'ai changé des choses, mais il va quand même... Il roule, mais tu vois qu'il dit qu'il utilise la cache. J'ai pas si vous le faites en ce moment, cette affaire-là, vous autres, vous allez avoir toute la liste des apt-get qui va se passer. Là. Fait que par défaut, lui, toutes les étapes qu'il a déjà faites préalablement, il va automatiquement les cacher. Fait que c'est déjà de même par défaut, ce que tu demandes. Est-ce que Pourquoi de bord après ça, ça crée tout le temps genre 10 images pareilles? Oui, mais Après ça, le principe, c'est que chacune de ces images-là est une collection de layers qui est différente. Est-ce que ça... Ou peut-être que je comprends pas ta question, je vais essayer de la reformuler. Ou, Mettons si tu fais Docker Images. Là, c'est ça, là, j'en ai plein. Là. OK? Ouais, t'en as plein. Puis il y en a plein même qui ont none. Donc, du none. Ça, c'est des anciennes versions de ton image qui s'appelle YouTube DL. Exact. Il n'y a pas moyen de faire en sorte que ça crée jamais, que ça comme soit efface les anciennes. Pas directement. Tu peux après ça faire, je pense que c'est Docker Images Prune, quelque chose de même. Ça Puis va là- supprimer tous ceux qui sont Et inactifs, voilà, je pense. et voilà, c'est ça. Fait que c'est une fois que tu as fini que tu clean up derrière toi. Là. Mais par défaut, effectivement, je suis d'accord que ça se répand un peu partout. Là. Il y avait Saïd qui avait une main levée, mais je sais pas si... Ouais, ben c'est ça. Le RM ou RF, ça va juste clean up toutes tes anciennes images là, que t'as pas besoin. Ou... Le ARM-RF ici, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever la liste des logiciels qui a été téléchargé avec le apt-get update. Ah, ok. Si Ok, on ok. regarde, tantôt on avait 75 MB dans notre grosse étape avec notre run. Si on regarde ici, dans notre grosse étape avec notre run, c'est maintenant à 45 MB. Ça veut dire que le apt-get update, il téléchargeait pour 45 MB de liste de différents noms d'applications puis de versions qui venaient avec. Qu'on n'a pas besoin. Qu'on n'a pas besoin, là. Comme on les installe, nos affaires. On s'en calisse après. C'est vrai. Donnez-moi le sacre. Donc, on a réussi à couper déjà là la moitié de la grosseur de notre image que nous, on avait rajoutée. Hein. On est encore pogné initialement avec le 127 MB de l'image initiale. On va voir comment gérer ça un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, comme on se ramasse derrière nous autres mêmes. Là, hein. On avait fait un gâchis partout. Là. On a fait des apt-updates
apt-get update, on avait téléchargé un paquet d'affaires, là, c'était à nous de comme clean up puis de se ramasser. Oui, Frédéric? Moi, je m'étais fait un petit script d'upgrade chez nous, là. Mhm. Mais tu sais, j'ai checké un peu sur Internet comment faire vraiment des updates propres sur Ubuntu et tout. Mhm. Il y a bien des endroits qui disent de faire, mettons, auto-clean puis auto-remove. Mhm. Effectivement. Je Puis, sais que auto-remove efface tous tes paquets inutiles qui sont plus utilisés. Mais exactement. auto-clean, je sais pas trop. AutoClean, je pense que c'est plus pour les librairies, mais si tu regardes, notre prochaine étape, tu t'en vas exactement dans la bonne direction. Ça va être de dire, bon, deux choses. Premièrement, le curl qu'on a utilisé, hein, on l'a installé seulement pour télécharger le fichier initial. Il n'est pas utilisé dans notre application. Fait que je peux l'enlever. Fait que si j'ai un apt-get purge, ok, où c'est que je vais enlever curl. Puis, comme tu l'as mentionné, tu peux faire aussi le auto-remove qui, lui, va aller regarder toutes les dépendances qui sont reliées à rien de spécifique, puis il va juste toutes les enlever. Fait que tu t'en allais dans la bonne direction. On rajoute ici un apt-get purge. On met l'option auto-remove pour enlever toutes les dépendances possibles qui pourraient dangler avec ça. Puis on lui dit enlève curl parce qu'on n'en a plus besoin. Fait que on réessaye ça. Je savais pas que tu pouvais faire purge sans faire install. Ben, le principe, c'est que l'install a été fait avant. Mais tu peux. Tu as une commande purge. Là. Ouais. Ça, c'est disponible. Fait que on recheck ça. Puis, hey, on s'est shavé un autre. Une dizaine de megs. Fait que on est rendu, en fait, juste avec la distribution de Python. Puis notre application. On est content. Mais là, juste par principe, on va réessayer notre application. Erreur! Bon. Là, on s'est fait avoir par nos propres manigances. Donc, quand on a téléchargé curl, hein, on a téléchargé comme dépendance les différents certificats d'autorité SSL. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vais avoir besoin d'un oui ou d'un non, là, parce que je sais pas de quel bord pencher si vous répondez pas. Là. Ouais. Oui. Non? Ouais. Ouais, j'étais juste en train de lire l'erreur OK. pour essayer de la comprendre. Fait que, juste un rappel rapide des Certificate Authority. Donc, le principe, c'est que des clés d'encryption, hein, c'est des clés asymétriques, mais il y a des clés publiques qui sont disponibles pour être capable d'encrypter certains éléments. Donc, pour avoir un lien de confiance vers la génération de ces clés-là, il faut quelque part avoir comme des clés initiales, okay, pour avoir comme une première communication, en tout cas une autorité ultime qui nous dit, ben ça c'est encrypté de la bonne manière, ok, je valide que cette personne-là a encrypté telle chose. Fait que le principe des Certificate Authority, c'est que c'est des choses qui sont directement installées avec les distributions, donc c'est directement sur Linux, sur Windows, sur macOS, ok, ça vient avec l'installation. Puis ça te dit, ben, telle adresse, là, tel certificat avec telle clé, puis si tu l'utilises, tu devrais vérifier que tout est beau, tu sais. Fait qu'il faut avoir ça sur l'ordi pour être capable de communiquer de manière sécurisée avec des sites web externes. Là, en téléchargeant curl, hein, qui est une application pour télécharger sur le web, une des dépendances, c'était ces différents certificats d'autorité-là. Parce que par défaut, ça ne vient pas avec la version limitée, ok, core de Ubuntu. Fait que là, on s'est comme tiré dans le pied, ou c'est qu'on a comme trop coupé dans le gras, là. Okay? On a pogné une artère finalement. Puis en enlevant curl, puis en enlevant toutes ces dépendances
qui venait avec, ben, on a enlevé les différents certificats d'autorité. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler la situation? Remettre curl, c'est pas nécessairement la bonne idée. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter comme installation spécifique les certificats d'autorité. Donc le principe ici, c'est que ça va devenir une dépendance dure qu'il faudrait que je purge manuellement. Mais en l'ayant ici, il ne sera pas auto-remove avec le curl, puisque ça va être une dépendance que je vais avoir comme figée. Fait que le principe ici, c'est que dans la liste, on rajoute nos CA Certificates. OK. On regarde ça. Juste pour se souvenir, ici, là, on était à 35 MB. Fait qu'on va voir ici les certificats. Ça donne combien de plus? On était à 35 piles, je pense. Ouais, 35 piles. On se souvient de ça? 35 piles. Excellent. On fait notre Docker History. Puis on regarde ici. On a 36.5. Oh oh oh! Fait qu'on dirait que les Certificate Authority, c'est 1.5 MB. C'est quelque chose qui est requis. À partir de maintenant, je suis capable de faire mon Docker Run. Puis on peut voir que ça refonctionne. On est content. Puis à partir de là, si je fais un Docker Images, je peux voir, bon, on avait commencé, ça c'est ça là qu'on avait terminé avec la semaine passée avec le Docker Compose. Là. On est à 205 MB. Puis maintenant, si je regarde, on est rendu ici à 164 MB. Fait qu'on a quand même réussi à trimer une bonne quarantaine de MB qui était de notre propre ajout. Avec la manière qu'on faisait pas, on cleanait pas derrière nous-mêmes. Fait que c'est un bon début, ça va bien. On est maintenant capable d'utiliser notre application. Ça ici, c'est des choses qu'on va voir un petit peu plus tard, fait qu'on va skipper par-dessus. Là, on va aller regarder des pratiques de sécurité. Parce que par défaut, quand on roule quand on fait notre image, quand on roule le container, par défaut, tout se passe avec root. Okay? Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas d'autre utilisateur qui est là par défaut. C'est directement le root qui est capable de tout faire. Puis, on dit que Docker est isolé, mais ce n'est pas une virtualisation. Fait que ça fait en sorte que c'est isolé, c'est un processus isolé, mais quand même à l'intérieur de notre hôte, à l'intérieur de notre système d'exploitation de Linux qui roule derrière. Fait que s'il y a un bris de sécurité, s'il y a une affaire catastrophique qui arrive, ça fait en sorte qu'on a un processus qui roule en tant que root. Je ne devrais pas avoir à vous dire pourquoi c'est pas une bonne idée. Donc le principe, c'est que ça a tous les droits, c'est capable de tout faire, extrêmement dangereux, on veut éviter ça à tout prix. Donc une des pratiques de sécurité, ça va être de rouler le container en tant qu'utilisateur non root. Okay? Donc ça va me permettre de limiter qu'est-ce que le container va être capable de faire. Donc la première chose, puis la pratique courante, ça va être de rajouter un utilisateur. OK. La pratique, c'est de l'appeler juste app. Puis à partir de là, une fois qu'on a fait la commande run, donc la commande run, elle va rouler en tant que root, fait que j'ai pas besoin de rien faire de spécial. J'ai la directive du Dockerfile user qui me permet de dire à partir de là, ça va être quoi l'utilisateur qui va être utilisé pour les commandes qui suivent, okay? Particulièrement pour le entry point. Fait que avec ça, ce que ça me permet de faire, c'est de dire OK, j'ai setupé mon affaire, j'ai tout enlevé les éléments, mais à partir de là, ça va être juste l'utilisateur app
qui va continuer à faire le processus qui est ici. Donc, ça ne sera pas en tant que root. Ça veut dire que s'il s'échappe ou s'il y a une problématique quelconque, il ne devrait pas être capable de faire tant de dégâts que ça. Là, il faut faire attention, par exemple, bon, on va builder ça aussi. Donc ça ne change pas la taille de l'image, hein, c'est seulement une pratique de sécurité derrière. En convention, le user, c'est app ou... Ouais, exact. C'est le nom du user. Parfait. Là ici, faire attention parce que si on... ça a des conséquences sur comment le container va fonctionner. Okay, donc avant, on était capable de faire juste run sans avoir un lien vers le volume du host. Puis, ce qui va se passer à ce point-ci, c'est que le dossier dans lequel on est en ce moment, par défaut, c'est quelque chose qui a été créé par le root. Donc, si je regarde ici, quand il va commencer à essayer de télécharger des choses, il ne sera pas capable de télécharger à l'intérieur du dossier courant, à l'intérieur du container. Fait que si c'est quelque chose d'important, mais là, ce serait à nous de modifier le dossier du workdir pour être capable de mettre les bons droits. Mais sinon, quand on fait un volume, hein, quand on fait un binding entre un dossier puis un dossier quelconque, lui va faire cette gestion-là automatiquement. Ça veut dire que habituellement, si tu as besoin d'écrire quelque chose, puis tu le binds dans un volume, ça va fonctionner quand même. OK? Il n'y aura pas de problème en étant un utilisateur non root. Fait que on s'est dit, OK, on veut avoir des meilleures pratiques dans notre construction d'images. On a travaillé premièrement sur la construction de notre application. Donc, on s'est dit, OK, on était y aller un peu willy-nilly. OK, on s'est dit, on importe de n'importe où, on fait n'importe quoi, puis après ça, tant que ça marche, on est content. On s'est dit, OK, on va se demander qu'est-ce qu'on a vraiment besoin à la fin de notre image. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin à la fin de notre image? Bien, ultimement, on a besoin de Python, des certificats, puis le restant, donc l'utilisation du apt-update, l'utilisation de curl, c'était pas des choses qui étaient utiles, fait qu'on peut les enlever. Ça le trimé une 40aine de meg à notre image. Ensuite, on s'est donné des bonnes pratiques, hein, donc dans la création de nos Dockerfiles. Donc, on s'est dit, premièrement, que toutes les choses qui ont rapport avec l'application elle-même va se passer à la fin. Donc, la gestion du user, la gestion du workdir, la gestion de l'entry point. Ben, l'entry point qui est obligé d'être à la fin pas mal, là. Après ça, on s'est dit que quand on a besoin de nommer quelque chose habituellement dans une image, on va appeler ça app. Donc, le workdir, ça peut s'appeler app. Le user, ça peut s'appeler app. On a la création justement du nom root, okay, de l'utilisateur non racine. Puis avant ça, on a toutes les informations génériques de setup. OK. Là, ici, la dernière chose à laquelle on va s'attaquer, c'est cette partie-là ici. Donc, par défaut, on a le Ubuntu 16.04. On sait qu'on peut utiliser apt-get, tout va bien. Mais il existe des versions de Linux qui sont beaucoup plus petites. Fait que ici, on avait vu hein, la version de Linux que nous, on télécharge dans le... C'est quelque chose comme 127 MB par défaut. Ben, il y a une version beaucoup plus basic qui t'offre 80% des fonctionnalités que tu aurais besoin habituellement dans un container, qui est fournie par une distribution qui s'appelle Alpine Linux. Fait que le principe de Alpine Linux, c'est de donner la plus petite distribution possible, justement pour travailler soit dans des systèmes embarqués, soit dans des containers, donc dans des environnements où c'est que d'optimiser l'espace, c'est important. Puis, en gros, la distribution fit à l'intérieur de 4 MB. Ça, c'est vraiment une grosse différence. Là. OK? Donc, on est à 4 ou 5% de la taille initiale de l'image.
Fait que une des dernières choses que tu veux utiliser quand tu commences à travailler avec des containers, c'est regarder la source initiale. Est-ce que tu peux couper puis utiliser quelque chose d'alternatif à la place? Fait qu'ici, on s'est créé un deuxième Dockerfile. Donc ici, j'ai juste donné un autre nom pour les différencier puis pas juste recopier à l'intérieur. Puis le principe, c'est qu'à la place de partir de Ubuntu 16.04, on va partir de Alpine. OK? Donc, lui aussi a différentes versions. Donc, je peux ici ouvrir ça si ça m'enchante. Allez voir. Là, je peux voir ici que les versions supportées en ce moment, là, on peut voir que on est plus autour de 3.9 minimum, 3.12. OK, on va voir, ça va nous causer un problème. En fait, là, on va le régler ensemble. Fait que le principe de Alpine, c'est d'être une mini distribution de Linux, donc Minimal Docker Image, qui rentre à l'intérieur de 5 MB. Bon, là, la problématique, c'est que, étant une distribution qui n'est pas basée sur Linux, ça n'utilise pas nécessairement le même package manager que Linux. Donc ici, il faut quand même apprendre un petit peu sur comment utiliser le package manager qui est inclus avec Alpine Linux, qui s'appelle APK. Bon, si je regarde ici, la majorité de mes différentes instructions sont les mêmes. T'sais. Je vais aller télécharger l'application, la mettre quelque part. Je vais aller changer le droit de cette application-là. Mais quand vient le temps d'installer les différents éléments, je vais aller installer ces éléments. Oui, Frédéric? Je t'entends très loin. APK, là, c'est pas le même qui est utilisé par Android. Il me semble que c'est des fichiers APK qu'on télécharge sur Android. Ben, c'est des fichiers APK, mais c'est pas APK, le package manager. Je suis pas certain. Ouais, non, c'est ça, là. C'est. Tu sais, t'as comme le APK, le file type APK. Hein? Mais là, ici, c'est comme apt-get, là, mais c'est APK, le nom du logiciel. Et si on cherche APK Android, c'est le type de fichier. C'est un Android Application Package. C'est le nom de l'extension. C'est pas la même chose. Alpine Package. Ouais, c'est ça. C'est ça, monsieur. Je pense que c'est APK, c'est la méthode de mise à jour, en fait. Ben oui, c'est ça. C'est le logiciel, c'est le package manager de Alpine. Alpine Package. Puis sur Android, c'est le Application Package. C'est comme deux fois les mêmes acronymes, là, mais c'est pas pour des affaires. C'est pas pour les mêmes affaires. Ouais. Alright. Fait que ici, bon, je n'irai pas dans la documentation spécifique de APK, mais on peut voir ici que c'est add à la place d'install, puis on peut voir ici qu'on met nos caches pour dire que ne garde pas la liste des applications. Fait que lui, il sait que de garder la liste, tu sais, quand tu fais le update, c'est pas intéressant. Hein? Fait que lui, il a tout de suite une option qui me permet de dire, après avoir été chercher les packages, fais juste deleter ta liste. Okay? Comme ça, je n'ai pas besoin de la deleter manuellement par la suite. Fait que je télécharge curl, Python, mes certificats, donc les noms habituellement, c'est pas mal tous les mêmes partout. Je télécharge mon application de YouTube Download, je mets les bonnes permissions d'exécution, puis après ça, ben, puisque j'ai téléchargé avec curl, j'en ai plus besoin, hein, fait que je peux delete curl. Puis après ça, j'utilise mon application pour ajouter un utilisateur. Ici, il faut faire attention, quand tu commences à utiliser Alpine Linux, ça ne vient pas avec l'implémentation habituelle de tous les outils par défaut. Si on regarde ici, on a UserAdd, hein, qui est une application Unix très reconnue, qui est très grosse, puis qui fait plein de choses. Ben, lui, il y a Add User à la place. Qui est une version plus minimaliste, qui te permet de faire moins de choses, mais qui règle 80% des cas existant, qui est 99% des cas dans un container. Fait que lui vient avec sa propre série d'applications qui sont peut-être un petit peu différentes, qui ont moins d'options. Donc, quand tu veux travailler avec Alpine, c'est cool parce que ça devient beaucoup plus petit.
mais il faut comme que tu polis un peu les bords pour être capable de réussir à faire les choses correctement. Fait qu'on va se construire ça. Fait qu'ici, qu'est-ce qui est intéressant? Bon, j'ai utilisé le build, j'ai mis YouTube Download, mais j'y ai donné un tag qui n'était pas le latest. OK, comme ça, je vais pouvoir facilement le réutiliser comme que je veux. Puis, j'ai été chercher à la place d'aller chercher un Docker file par défaut qui est dans le dossier courant. J'ai été chercher un Docker file spécifique que je peux utiliser parce qu'en ce moment, j'ai 2 Docker files dans mon dossier courant. OK, donc juste des petites affaires. Donc là, ici, on peut voir qu'il fait toute la shit à l'intérieur. On est content. Puis à partir de là, on peut essayer. De le rouler. Avec... Puis, si je me souviens bien, ça devrait planter. Ah, non, ça a marché quand même. Il a-tu... Ah ouais, c'est ça, il n'a pas réussi. Oui, on l'a pas... Puisque je l'ai déjà de préinstallé. On va enlever l'image. C'est ça mon affaire? Ouais. Alpine. On va l'enlever. J'ai dit Alpine. Parce que c'est une référence. Ok, bon, pas grave. On va aller regarder la problématique. Faites à semblant que ça n'a pas marché. Ok. En fait, le container, l'image n'existe pas en ce moment parce qu'en fait, notre build a planté. Ok, là, c'est juste que j'ai déjà réparé, fait que l'image existe déjà, là, mais si vous l'essayez sur votre affaire, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ça dit le certificat, il a expiré. Encore une fois, des problèmes de SSL. C'est quoi la problématique ici? Elle a expiré, monsieur? Oui, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire que ça a expiré? Le certificat, il n'est pas à jour. Exact. Donc, ici, la problématique, c'est que les certificats que j'ai installés, ils sont pas à jour. Okay? Je peux voir ici que les certificats datent de 2019, de janvier 2019. Puis, habituellement, c'est quelque chose qui dure 6-8 mois, qu'il faut mettre à jour des affaires de même. Fait que c'est pas fonctionnel. Là, on a eu un indice tantôt. Quand on a été regarder la page de Alpine, qui nous disait « Voici les tags que je m'attends que tu sois capable d'utiliser. » Puis là, je peux voir que lui, il va de 3.12 à 3.9. Moi, en ce moment, j'essaie d'utiliser 3.7. Peut-être que le 3.7, il est plus dans ceux qui sont reconnus, puis c'est pour ça que les certificats SSL sont plus assez à jour. Fait qu'ici, ce qu'on peut faire, c'est juste essayer de bumper un peu la version. Pour avoir Alpine 3.9 à la place. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on va réussir à builder l'image avec ça? Okay? Parce que tantôt, on n'a même pas réussi à builder l'image. Excellent. Fait que je peux voir que ça a bien fonctionné. Successfully build, successfully tagged. Fait que à partir de là, si j'essaie de faire mon run, puis j'utilise mon 3.9 à la place, ça download l'image. Tout est fonctionnel. Fait que là, la question, c'est cool. Ça nous a sauvé combien de faire ça?
Fait que si je regarde ici, la taille totale de mon image pour Alpine 3.9, c'est 47 MB. Qui en fait, si on fait notre Docker History, si je regarde, le fichier initial, le fichier de Linux, il est 5.5 MB. Puis après ça, c'est moi là, qui décide d'installer un paquet de shit avec Python là, qui me coûte le dernier 40 MB. Donc je peux voir ici que on a passé d'une image de 230 MB à une image de 45 MB, juste en modifiant quelques configurations à l'intérieur du Dockerfile. C'est pas rien. Excellent. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'était juste la dernière partie qui permettait d'avancer. Vous autres, vous êtes rendus où dans votre devoir de la partie 2? Est-ce que c'est bien entamé, presque terminé? Terminé la semaine passée? Vous avez fait ça en 20 minutes après le cours de la semaine passée? Ça avance un petit peu. Ça avance un petit peu, mais c'est pas terminé, mettons? Non, pas trop terminé. Ok. Disons la moitié, là. Ok. Ouais, Frédéric. En fait, Saïd, t'avais-tu une question? Ou... C'est ça, moi j'ai une question. Quand il va chercher le SSL, là, puis est-ce qu'il va l'auto-signer ou... Ben non, le principe, c'est que, justement, les certificats, les CA Certificates, c'est des choses qui sont pré-signées par les différentes entreprises. OK? Fait que c'est comme les clés initiales sur lesquelles toute l'architecture de sécurité cryptographique du web est bâtie. Fait que ces premières clés-là, il faut juste qu'ils soient installées. T'as pas le choix. Mm-hmm. Fait que c'est pas self-sign, là. C'est des clés privées qui viennent de différentes entreprises, okay, qui sont échangées de manière physique quelques fois par année, puis qui sont ensuite distribuées sur les installations principales des systèmes d'exploitation. Ok, c'est bon. Excellent. Fait que moi, je veux qu'on prenne le temps de terminer parce que, quand même, notre cours la semaine prochaine part sur un autre sujet, part sur la continuation du sujet. Donc, la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à travailler sur l'orchestration des différents conteneurs. Oui, Frédéric? J'avais une question à propos d'Alpine. Oui. Tu sais, c'est extrêmement moins lourd que Linux et Yes. que Ubuntu et tout. Mais est-ce que ça peut causer des problèmes de compatibilité pour les utilisateurs? Ben, le principe, c'est, tu sais, admettons, genre, tu veux pas installer Alpine sur ton desktop, tu sais. C'est pas une bonne idée. Parce que les différents outils qui viennent habituellement sont beaucoup plus simples, ok, juste pour être capable de traiter les cas génériques, ok, les cas habituels. Tout ce qui est hors norme va devenir compliqué sur Alpine Linux. Mais le principe, c'est que dans une configuration d'une image pour un conteneur, où c'est qu'on a une application qui roule d'une seule manière, t'as pas besoin d'avoir quelque chose qui est hors norme. Fait que Alpine Linux te permet de faire 95% du stock que le Linux normal est capable de faire, mais dans 99% du temps, tu n'as jamais besoin de ce 95%-là. Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je dis, ou est-ce que je m'explique correctement? Parce que le principe, c'est tous les outils qui viennent avec, c'est des versions simplifiées, ok? Des versions comme moins full-featured, des vrais outils qui te permettent d'avoir une optimisation du point de vue grosseur. C'est vraiment ça le principe, là. Non, comme j'allais dire, moi je suis vraiment pogné avec ce qui est Redis, là. Uh-huh. Pour Ouais, 2.5. Mm-hmm. Fait que ici, si on veut juste voir le principe, là, ok? Fait que le principe, c'est que ça a des défauts. C'est quand même sécuritaire, ok? Là, c'est pas parce qu'il y a moins de features que c'est pas sécuritaire. Mais le principe, c'est que c'est basé sur des distributions de base des outils qui sont
mieux faite pour être petite. Okay? Fait que les deux éléments qui viennent habituellement avec une distribution qui fait que Linux ça fonctionne, okay? Tu as tous les outils de la suite GNU, les GNU Tools qu'on appelle. Fait que le principe, c'est que quand tu fais LS, puis quand tu fais PWD, puis quand tu fais CAT, puis quand tu fais CD, tout ça, c'est des applications qui ont été codées par quelqu'un, right? Ben, il y a une version... Par GNU. Puis, il y a des possibilités de faire des versions plus simples, de faire des versions moins full-featured. Fait qu'ici, on a une version de cette distribution d'outils-là qui s'appelle BusyBox. OK, donc tu peux chercher ici BusyBox. Que son principe, c'est OK, blablabla, blablabla. About BusyBox. OK. C'est des petites versions des utilitaires Unix habituels. Fait que ça remplace les versions habituelles de CD, de CAT, de CP, de UserAdd et ainsi de suite. Même principe pour la librairie C. Ça, c'est une librairie qui te donne des fonctionnalités pour tes programmes en C. Ben, ici, ça va être une version plus petite, qui a moins d'options, mais qui gère la majorité des cas communs. Fait que c'est tout pour être fait plus petit. Initialement, Alpine Linux a été fait pour des systèmes embarqués, où c'est que la taille était problématique. Bonjour, Michael. Bienvenue à la fin de la partie 3. Il pensait que ça commençait à 15h, le pauvre. Mais heureusement, on n'oublie pas que j'enregistre les cours. Fait que tu vas pouvoir le voir en différé sans aucun problème. Donc, c'était ça le principe de Alpine Linux, c'était de combiner les versions petites pour système embarqué. Mais là, avec l'avenue des containers, ben, c'est un autre emplacement où c'est que des petites distributions s'est avéré extrêmement important. Parce que quand tu commences à avoir des grands déploiements, fait que quand tu y penses, là, des fois, tu sais, des affaires comme Azure ou des systèmes de jeux ou n'importe quoi qui utilisent des containers à outrance, tu peux avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de containers qui s'exécutent à chaque jour. Fait que chaque octet que tu es capable de sauver, c'est des dizaines de gigaoctets de bande passante, des terabytes de disques durs qui sont sauvegardés sur toutes les affaires. Il y avait une question de Saïd? Ou pas? Je pense que j'ai juste oublié de baisser. Ouais, je suis désolé. Pas de problème. Fait que on a réussi à voir aujourd'hui le principe fondamental sur lequel, quand on a fini de travailler avec nos images, durant le développement, tu fais pas mal ce que tu veux juste que ça marche. Mais une fois que tu as quelque chose de fonctionnel, que tu dis, OK, j'ai pas mal terminé de développer des choses dessus, on va aller optimiser qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, gérer les différentes commandes run, de mettre les pratiques de sécurité, de ne pas mettre le user root, d'effacer les différents éléments, puis finalement d'utiliser d'autres distributions de base pour être capable d'avoir quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus versatile. Pour le restant d'aujourd'hui, je vous laisserai travailler pour terminer la partie 2. Okay, donc, moi, j'aimerais bien ça que ça soit terminé pour lundi pour qu'on puisse partir d'emblée dans l'orchestration de conteneurs. Donc, pour vous vendre un peu l'eau à la bouche, là, on a réussi à construire des images qu'on était capable d'exécuter en tant que conteneur. Dans la deuxième partie, on a vu comment prendre plusieurs conteneurs, les composer ensemble pour créer une application avec le Docker Compose. Mais là, la prochaine étape, c'est comment je fais pour sortir de juste un environnement. Parce qu'en ce moment, tout se passe sur nos ordinateurs. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai besoin d'avoir un système qui va avoir des bases de données, qui va avoir des serveurs, mais qui sont sur différents serveurs, sur différents emplacements? Comment est-ce que je fais pour communiquer entre eux autres, pour savoir il y a combien de containers qui roulent en ce moment, pour m'assurer que le nombre de containers roule correctement, que pour m'assurer que les différentes informations se propagent à l'intérieur? Donc, comment je fais pour contrôler ça? C'est les mécanismes puis les principes d'orchestration de conteneurs.
Fait que c'est ça qu'on va aller regarder à partir de la semaine prochaine. Fait que ça, comme je l'ai dit, il n'y a pas de devoir qui vient avec aujourd'hui. Donc, dans la partie 3, vous pouvez faire les exercices si ça vous tente. Là, ça va me faire plaisir si vous avez fini les autres. Mais le principe, c'est que je ne les trouve pas assez pertinent pour vous demander une charge de plus par rapport à la partie 2. J'aimerais mieux que vous finissiez la partie 2 bien correctement, que vous soyez prête lundi pour commencer à travailler avec l'orchestration de conteneurs et Kubernetes.